Alors bonjour, donc aujourd'hui on va vous parler du bilan en fait de la collecte de données et des résultats d'Isostress, donc qui couvre le travail qu'on a fait au sein de notre équipe autour d'Isostress de 2015 à 2020. Euh, D'abord, comme vous le savez, Isostress s'est intéressé principalement au stress des intervenants et des jeunes grâce à la collaboration avec le Centre d'études sur le stress humain. Le Centre d'études sur le stress humain, juste un petit rappel de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, vise l'amélioration de la santé physique et mentale des individus. À cette fin, la mission du centre est d'accroître le niveau de connaissance actuel, c'est ça qui est important, qu'ont les individus sur les effets du stress sur le corps et le cerveau, mais aussi évidemment les sources du stress. Pour ça, on a développé des programmes d'intervention. Le premier qu'on a développé, c'est auprès des jeunes. C'est le programme qui s'appelle Destress et Progress. Aujourd'hui, plus de 1500 intervenants sont formés au programme, donc c'est une belle réussite. Et on a aussi créé un programme web qui s'appelle Stress et compagnie, qui contient les mêmes ingrédients actifs que Destress et Progress, mais pour les adultes et les personnes donc, qui travaillent. Il se trouve que à partir de ces deux programmes, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Sophie il y a quelques années, qui, pour essayer d'implanter ces programmes qui fonctionnaient particulièrement bien avec des enfants qui avaient des défis au quotidien, on s'est dit, bah, tiens, on va aller au centre jeunesse. Puis là, j'ai rencontré Sophie qui m'a dit, bah, écoute, oui, on va pouvoir faire ces travaux-là, mais d'abord, on va faire des études pilotes. Et donc, c'est comme ça qu'est partie notre collaboration avec le centre jeunesse. Et on a donc déployé Destress et Progress à l'époque à la DSRA auprès des jeunes et Stress et compagnie, et puis ce qui vient avec le plan d'action d'équipe auprès d'intervenants. Donc ça, c'était en 2010 et de 2012 à 2016. Et ces projets pilotes nous ont permis par la suite de développer, grâce à une subvention obtenue au CRSH, le fameux projet Isostress, qui est un mélange en fait de ces deux programmes-là, donc de 2015 à 2020. L'idée, c'était de déployer les mêmes principes de gestion du stress à tous les niveaux du programme jeunesse et des PJ et de mesurer les effets sur la santé biopsychosociale des employés et des jeunes et le fonctionnement de l'institution. Donc, il y avait un aspect programme et il y avait un aspect recherche. Alors, quand on parle de recherche, on parle de ça. On parle de voilà un déploiement typique qu'on a vécu au cours de plusieurs volets avec Sophie. Donc, ici, c'est l'aspect programme. Donc, ça, c'est des semaines, 2 semaines. Donc, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, semaine 6. Et comme vous voyez, le programme Stress et compagnie qui a été déployé auprès des intervenants, c'était un programme en ligne qui prenait 2 heures, mais qui était suivi par un plan d'action d'équipe qui se mettait en route pendant quasiment un mois. Et donc ça, c'était pour les intervenants. Puis pour les jeunes, on avait le programme Destress et Progress, qui est 5 ateliers animés une fois par semaine. Donc vous voyez que l'aspect intervention prenait quand même un bon 5 semaines. Et on prenait des mesures avant le programme, mais aussi plusieurs temps de mesures après le programme pour voir les effets au cours du temps. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'était la recherche et en fait du tour de force qui a été réalisé avec le projet Isostress. Évidemment, quand on parle de recherche, hein, on parle aussi de tout ce qui vient autour. Alors ici, c'est une image un peu plus macro de ce qu'on a fait. Donc ici, vous retrouvez les différents points de recherche que je viens de vous présenter. Mais évidemment, ça prenait de communiquer avec les équipes bien avant la recherche, de préparer tout ça et de faire signer les formulaires de consentement, questionnaires sociodémographiques. Donc, on a réalisé plusieurs dizaines de rencontres pour présenter le projet avec chaque équipe. C'était vraiment très intéressant. Alors, vous l'avez compris, c'est un travail collectif qu'on a réalisé. Et d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe, mais aussi toutes les équipes qui ont participé au programme Isostress. Et ça a été vraiment une belle collaboration, puis une belle réussite d'arriver à collecter autant de données tout en faisant rouler des programmes d'intervention. Alors, pour vous donner l'image juste à travers les directions de ce qu'a été le déploiement d'Isostress, donc vous voyez ici les différentes directions, eh bien, écoutez, Isostress a été déployé dans 85 équipes, ce qui représente quand même 902 participants. Ici, on parle juste des intervenants, mais on a plus de 150 jeunes aussi. Parmi les intervenants, 80% de femmes, et vous voyez ici les différents taux en fait
de déploiement d'Isostress. À T2, on a regardé 60% en fait de nos intervenants, ce qui est quand même très bien parce que je vous rappelle qu'il y a c'était au cours de différentes semaines, donc ce n'était pas facile avec le taux de roulement et les différents moyens logistiques qu'on avait de garder autant de personnes, donc on est content. On a pu collecter des données d'un point de vue par rapport au travail des intervenants. Donc, je vous mets ici finalement les différentes variables qu'on arrive à tirer des données qu'on a collectées. Donc, aussi bien l'identité professionnelle, le sens du travail, l'ajustement au client, la relation avec les collègues, mais aussi au niveau de la relation d'aide, les stratégies de coping, la régulation émotionnelle de chaque intervenant, la détresse empathique, le souci empathique, la chaleur humaine et au niveau psychologique. Donc, le stress mesuré grâce à l'hormone de stress, le cortisol que vous avez ici, et le stress perçu, le stress chronique, l'anxiété, le niveau d'épuisement professionnel. Donc, vous voyez qu'on a une image assez complète, en fait, des participants au projet Isostress. Toutes ces données-là viennent d'instruments standardisés. Donc, on peut comparer nos données avec les données populationnelles, puisque pour chacun de ces instruments, on a des données au niveau de la population, que ce soit de la population en relation d'aide ou de la population plus générale. Alors, je voulais vous présenter ce qu'on a réussi déjà à tirer de cette base de données, en fait, qui est énorme, hein, 2500 variables, 902 sujets. Pour ceux qui ont déjà touché à des données de ce type-là, savent à quel point c'est précieux. Donc, je vais vous donner un premier état de la situation pour l'ensemble des équipes, puis un état assez global, je vous dirais, mais quand même qui a son lot d'intérêt. Donc, au niveau du travail, les variables qu'on a vues tout à l'heure, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a voulu regarder quel était le niveau des intervenants avant Isostress et si on pouvait le comparer au niveau populationnel. Donc, je vais vous présenter ça assez rapidement, mais vous voyez, on a en fait mis toutes les échelles sur un niveau de 0 à 100, vraiment pour l'aspect descriptif. Et ce qu'on voit, j'ai juste mis des petits drapeaux sur les points essentiels. Ce qu'on voit, c'est que les intervenants au centre jeunesse, de manière générale, ont une congruence, c'est-à-dire que leur travail rencontre leur valeur personnelle, qui est vraiment significativement plus élevée que celle de la population générale, ce qui est plutôt bien. Leur relation avec les collègues est aussi beaucoup plus de meilleure qualité et leur relation avec le chef est aussi vraiment de meilleure qualité que dans d'autres corps d'emploi dans le marché du travail. Donc ça, c'est un premier résultat qui est intéressant. Par contre, le niveau de sécurité par rapport au risque d'agressivité avec la clientèle est beaucoup plus… en fait, les intervenants se sentent moins en sécurité, comme vous pouvez le voir ici. C'est beaucoup moins élevé que par rapport à une population, par exemple, d'infirmiers ou d'infirmières. Donc ça, c'est un facteur de risque qui est important. Maintenant, par rapport à la relation d'aide, donc même principe, même élément, je suis juste allé vous montrer avec des petits drapeaux les points essentiels. Donc, en termes de dysrégulation émotionnelle, on voit que les intervenants ont tendance à être un peu mieux équipés que l'ensemble des autres professions. Donc, ils ont l'air de mieux réguler leurs émotions, ce qui est très bien parce que c'est un facteur de risque qui est assez important en termes de santé psychologique. Leur détresse empathique est un peu moins grande que celle d'autres populations. Leur capacité, donc la théorie de l'esprit, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre est un petit peu plus grande, ce à quoi on s'attend pour les intervenants, et leur chaleur humaine est un peu meilleure, ce aussi à quoi on pouvait s'attendre. Donc là, ici, nos données viennent un peu confirmer ce qu'on peut imaginer du rôle des intervenants. Enfin, d'un point de vue santé psychologique, donc ce qu'on a ici, c'est qu'on a les différentes variables que je vous ai présentées, et je vais juste aller mettre deux drapeaux. D'abord sur le risque d'épuisement professionnel, qui est 2 fois plus important chez les intervenants du centre jeunesse, et aussi la répercussion en fait, sur l'incapacité par rapport au travail, c'est-à-dire à quel point est-ce que les intervenants se sentent en pleine capacité pour faire leur travail. On voit que ici c'est plus difficile, donc c'est probablement lié au risque d'épuisement professionnel. C'est sûr que si on est fatigué, on a tendance à se sentir un peu moins capable de faire notre travail, plutôt d'exploiter notre plein potentiel au travail. Alors ça donne une image. Maintenant, si on s'intéresse aux effets du programme, puisque je vous rappelle que le premier objectif d'Isostress était d'implanter
les programmes du Centre d'études sur le stress humain à grandeur du Centre jeunesse. Donc, pour mesurer l'effet du programme, bien, vous savez ce qu'on fait. On prend les groupes qui ont vécu le programme, donc les groupes qu'on appelle expérimentaux, avec des groupes témoins qui l'ont vécu, mais plus tard. Et on va comparer ces deux groupes d'abord avant le programme. Là, on ne devrait pas avoir de différence. Et ensuite, au T2, c'est-à-dire au moment où le groupe expérimental a eu le programme, mais le groupe témoin ne l'a pas eu. Et c'est à ce moment-là qu'on devrait voir des différences. Alors ici, je vous présente juste quelques résultats. Le premier sur le stress perçu, donc je vous les explique. Ici, en rouge, c'est le groupe expérimental qui a eu l'intervention. Donc on peut voir qu'à T0, le groupe expérimental ou le groupe témoin n'ont pas de différence. Par contre, à T2, on voit que le groupe expérimental en rouge a eu une diminution de stress perçu, alors que le groupe témoin a eu une augmentation de ce stress, ce qui fait que ça crée une différence significative. Donc, ceux qui ont eu le programme perçoivent moins de stress que ceux qui ne l'ont pas eu. Si on regarde ensuite ici, en fait, au niveau du stress chronique, là encore, on voit le même effet, même si c'est une tendance, mais on voit quand même que ceux qui n'ont pas eu le programme ont une augmentation de leur risque de stress chronique. En termes d'épuisement professionnel, on a la même image. Donc, toujours une augmentation en fait dans le groupe témoin et une diminution un peu plus légère dans le groupe expérimental. Et enfin, au niveau du cortisol, l'hormone de stress, là aussi, on a quand même un résultat qui est très intéressant. On a une diminution très importante de stress au réveil, qui est un indicateur en fait d'épuisement chez les intervenants qui ont vécu le programme, alors qu'on a une augmentation chez ceux qui ne l'ont pas vécu. Alors, je tiens à dire que ces données-là, ces résultats-là, sont préliminaires. Hein, donc, mais on voulait vous les présenter pour vous montrer qu'on va travailler là-dessus et on va essayer vraiment de spécifier chacun de ces effets pour avoir une image bien plus claire dans les prochaines semaines. Ce qui est intéressant dans le programme, tout ce programme ISOStress, c'est qu'il y a des répercussions aussi sur des variables qui ne sont pas la cible directe des programmes. Donc, par exemple, l'ajustement au client, on peut voir que, donc ici, ceux qui ont eu le programme sont en bleu, ceux qui ne l'ont pas encore eu sont en gris. Et on voit que l'ajustement au client augmente de manière significative une fois que les intervenants ont eu le programme. Donc, ceux qui ont eu le programme se sentent plus ajustés à leurs clients. Et enfin, par rapport à la sécurité liée à l'agressivité de la clientèle, on a une augmentation de ce sentiment de sécurité chez ceux qui ont eu le programme. Donc, ces analyses nous indiquent que le programme a des effets significatifs sur les construits psychologiques, mais aussi sur les construits associés au travail qui vont en découler. Alors, ces résultats, on souhaite les diffuser à tous ceux qui ont participé. Et pour ce faire, on a créé ce qu'on appelle des flyers ou des espèces de petites brochures, en tout cas sur une page, les résultats les plus importants. Donc, je ne vais pas rentrer en détail dans ces résultats parce que vous les aurez en main très bientôt. Mais chacun de ces flyers va venir détailler en fait ces résultats et puis va pouvoir donc les présenter à tous ceux qui souhaiteront en prendre connaissance. On est en train, mais ça c'est plus long, de réaliser des vidéos pour chaque équipe qui a participé pour leur montrer les résultats pour eux, ce que ça a donné. Donc, on les diffusera dès qu'elles seront prêtes et ça permettra en fait à chaque équipe de voir, selon l'effort qu'elle a fait autour du programme ISOStress et des mesures de recherche, de voir finalement quel effet ça a eu sur sa propre équipe. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on a une énorme banque de données. Puis cette banque de données nous permet de réaliser des projets ou en tout cas d'en partir certains. C'est que le début en fait de l'aventure. Et je peux peut-être… donc le premier projet qui est parti, c'est Sophie Massé, donc qui l'a réalisé avec son rôle d'APPR. Et je vais lui céder en fait la parole pour pouvoir en parler. Puis je reprendrai ensuite la parole pour vous parler des autres projets. Alors Sophie, à toi. Alors, en fait, dans le cadre d'ISOStress, les équipes avaient un plan d'action d'équipe. Après avoir fait Stress et compagnie en individuel, avaient en équipe à faire un plan d'action d'équipe dans lequel ils devaient identifier des situations stressantes communes et trouver des solutions ensemble et les mettre en place pour pouvoir les diminuer, dans le fond, ces sources de stress. À partir de l'analyse de 83 situations stressantes qui ont été ciblées par 55 plans d'action d'équipe,
il y a 4 catégories de sources de stress qui ont été révélées. C'est-à-dire que de façon générale, les sources de stress provenaient soit de l'organisation, soit du travail en équipe, soit du lien avec la clientèle ou encore propre à l'individu. Si on regarde en fait entre les équipes qui travaillent en vécu partagé, il y a particulièrement à peu près l'équivalent de sources de stress ciblées qui ont été choisies parce qu'ils avaient un plan d'action à faire. Donc, c'est leur premier choix. Ciblé, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas d'autres sources de stress, mais le choix ciblé premier qui a été fait était soit organisationnel ou d'équipe. 38 32 c'était ce qui couvrait la majeure. Et pour ce qui est des équipes qu'on dit en caseload, d'autres en charge de cas, donc qui ont chacun leur cas individuel, c'était plus particulièrement des sources de stress organisationnel qui étaient ciblées, alors que pour le reste, c'était le 25 à peu près. Donc, sur la prochaine diapo, on voit un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. Donc, pour plus que la moitié des situations, si on prend autant équipe vécu partagé qu'en caseload, plus de la moitié étaient des sources de stress organisationnel. On veut dire par source organisationnelle, soit de la surcharge de travail ou liée à l'organisation du travail. Surcharge de travail, on parlait de façon générale d'exigences clinico-administratives dues aux urgences ou au nombre de tâches. Et au niveau organisation du travail, on parlait soit de roulement de personnel, de pression de responsabilité, de conditions de déplacement, donc dans le trafic, etc., à Montréal avec la belle construction, ou la coordination du travail. En équipe, on parlait d'organisation du travail, soit des stress liés à la communication en équipe, soit au comité, au déroulement des comités, aux espaces de vie ou encore la cohérence du travail. Où il y avait en équipe aussi quelques équipes qui ont choisi de travailler sur le climat d'équipe. En lien avec la clientèle, on parle en général de clientèle intense, c'est-à-dire particulièrement agressive, particulièrement opposante, suicidaire, complexe ou très, très, très stressée, plus que la moyenne de la clientèle attendue. Et il y avait une équipe, c'était l'espace de vie là, qui les a stressés de façon générale. Sinon, de façon individuelle, on parle d'éléments qui avaient plusieurs personnes dans l'équipe qui vivaient un stress individuel, c'est-à-dire, par exemple, d'être un peu plus stressé par rapport à l'arrivée d'un nouveau jeune ou d'aller témoigner au tribunal. Et là, c'est plus la mise en place du soutien du reste de l'équipe par rapport à ces vécus qui sont un peu plus individuels là, qui étaient ciblés à travers les plans d'action, compte tenu que à cause du stress de contagion, si tout le monde se sent bien, mais que quelques intervenants se sentent moins bien, de soutenir le stress individuel qui est commun à quand même quelques-uns ou certains de l'équipe, ça a fait partie du plan d'action pour ces équipes-là. Des exemples, dans le fond, de verbatim qui expliquent les ingrédients de stress activés par certaines situations. On rappelle que les ingrédients du stress, c'est le ciné, c'est-à-dire le C qui est le manque de contrôle, le I pour l'imprévisibilité, le N pour nouveauté et le E pour égo menacé. Donc, les 4 ingrédients qui peuvent activer de la perception de stress. Alors, par exemple, dans les plans d'action qui visaient, un exemple de plan d'action qui visait la surcharge de travail clinico-administrative, leur explication de ce stress-là, il y avait présence de manque de contrôle. Donc, ils disaient, on ne peut pas y faire grand-chose. Nombre de formulaires à compléter, la complexité de certains d'entre eux, multitude de démarches à faire pour obtenir un service, une évaluation ou une expertise au suivi d'activités à détailler dans PIGE, etc. Donc, c'est tous des exemples qu'ils donnaient pour expliquer leur manque de contrôle par rapport à cette surcharge-là. Et égo menacé, en raison de l'incapacité à répondre aux normes face à l'intensité de service ou aux attentes de l'établissement pour les tâches administratives. Donc, c'est la manière qu'ils expliquaient leur possibilité d'attaque à l'ego, leur perception d'attaque à l'ego face à cette surcharge de travail-là. Dans un autre plan d'action, un exemple de clientèle agressive, donc il y avait l'ingrédient manque de contrôle. On n'a pas le contrôle sur l'agressivité du client. Il y avait la présence d'imprévisibilité. On ne sait pas quand ça peut arriver. Et il y avait la présence d'égo menacé. Notre sentiment de compétence peut être touché.
Bon, face à ces ingrédients-là, ils ont trouvé des solutions après ça pour arriver à diminuer leurs ingrédients. Dans chaque équipe, dans la majorité des équipes, on a fait des focus group après qu'ils aient fait Stress et compagnie, les plans d'action d'équipe. Et ils ne sont pas encore analysés dans le cadre de recherche. Par contre, comme j'ai participé à la majorité de ces focus group-là, il y a des notes qui ont été prises à travers au fil du temps. Et il y a un commentaire récurrent quand même qui venait assez souvent, qui était, bon, on a l'impression, les participants qui mentionnaient, on a l'impression que Stress et compagnie peut nous aider à travailler notre stress individuel, donc travailler sur nos perceptions et aller chercher du soutien de nos collègues. On a l'impression que les plans d'action d'équipe peuvent nous aider ensemble à trouver des solutions face au stress qui provient de la relation avec le client ou qui provient de l'équipe, du travail en équipe. Par contre, il se disait très limité dans tout ce qui était le stress organisationnel. Ils pouvaient se mettre en place quelques solutions entre eux, mais comme c'était le stress organisationnel, en fait, qui est un déséquilibre entre la perception du stress et la perception des ressources pour y répondre, ils avaient comme l'impression qu'il y avait une partie très limitée et qu'une bonne partie des solutions devait venir plutôt de l'organisation. Voilà, fait pour la première partie. Parfait, donc je vais prendre le relais. Donc, d'autres projets sont en cours ou ont été réalisés. Par exemple, Lior Pellerin, qui était une étudiante au programme Honors à l'école de psychoéducation, donc a fait une étude à partir de ces données sur la chaleur humaine et elle a montré que la chaleur humaine des intervenants, qui est un construit scientifique qui peut se mesurer, protégerait les intervenants de l'épuisement professionnel, ce qui est quand même un résultat intéressant et qui peut mener en fait à des programmes de prévention en fait de l'épuisement. Dans une autre étude d'un étudiant, cette fois-ci au doctorat clinique à l'université de Sherbrooke, Sylvain Dufour, donc lui s'est intéressé à la capacité en fait des intervenants à lire les émotions de leur clientèle et voire même à lire les émotions de leurs collègues de travail et à quel point est-ce que ça peut être bénéfique. Et il montre que si on contrôle le risque de stress chronique, c'est-à-dire si on diminue le stress chronique avec Stress et compagnie, la précision interpersonnelle va rester un atout en intervention et va donc protéger les intervenants du risque d'épuisement. Donc, ça aussi, c'était toute une étude fort intéressante. Un autre exemple, l'objectif de ces exemples, c'est vraiment de vous montrer à quel point chacun des instruments qu'on a utilisés peut être exploité et peut amener à des résultats qui vont porter en fait des applications certaines. Donc Amélie, qui est une étudiante au doctorat clinique à l'Université de Montréal, elle s'est intéressée aux difficultés de régulation émotionnelle. Donc on a vu tout à l'heure dans le tableau que les intervenants étaient quand même assez bons à réguler leurs émotions, mais malgré tout, il y a une variabilité interpersonnelle. Et les difficultés de régulation émotionnelle vont prédire le risque d'épuisement émotionnel, ce qui n'est pas vraiment un scoop. Mais chez les femmes, en particulier, il existe un effet modérateur de la congruence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus une intervenante, 80% des intervenants qu'on a mesurés sont des femmes, si une intervenante a un travail qui a du sens par rapport à ses valeurs, alors à niveau de régulation émotionnelle identique, elle va être moins épuisée qu'une autre. Donc, le sens au travail est très important. Quelle est l'application de ça? Ben, c'est le choix de l'endroit où on travaille ou des unités dans lesquelles on travaille qui va être en fait prédominant dans le risque d'épuisement. On a aussi un projet qui a été publié en collaboration avec Steve Geoffrion, donc professeur à l'école de psychoéducation, et une chercheure postdoctorale, Caroline Mathieu, qui, elle, s'est posé une question. Est-ce que le stress des intervenants a un effet sur le recours aux mesures, au MCI en fait, aux mesures de contention et d'isolement? Et elle a montré que non. Donc, ce n'est pas parce qu'un intervenant est stressé qu'il va avoir plus tendance à recourir au MCI. Alors ça, c'est un résultat aussi qui est intéressant, puis qui peut apporter des réponses aux inquiétudes éventuelles que les intervenants pourraient avoir sur les conséquences de leur niveau de stress. Yannick Fouda, qui est étudiant au doctorat à l'école de psychoéducation, donc doctorat recherche,
lui est à la recherche d'un modèle intégrateur de l'épuisement professionnel chez les intervenants en relation d'aide. Donc, non seulement un modèle qui va permettre d'expliquer spécifiquement chez les intervenants du centre jeunesse, c'est quoi les composantes du risque d'épuisement et surtout, c'est quoi les facteurs de risque pour pouvoir agir sur ces risques d'épuisement. Donc ça, c'est un travail qui est en cours et en fait, il y a 3 articles actuellement en cours avec Yannick. Enfin, Sophie, que vous connaissez pour son rôle d'APPR jusqu'à maintenant, mais qui fait aussi un travail phénoménal en lien avec son doctorat donc à l'école de psychoéducation, qui, elle, s'intéresse à un modèle de résilience intégrateur aussi, qui réunit en fait plusieurs perspectives, et elle veut valider ce modèle du phénomène de résilience chez les intervenants en relation d'aide. Puis je lui cède la parole parce que c'est elle qui est encore plus en mesure de l'expliquer ou en tout cas de nous dire comment en savoir plus. Donc, en fait, oui, il y aura la validation de cette proposition de modèle de résilience, mais aussi d'aller valider avec les données d'ISOSTRESS. Et après ça, une fois qu'on aura comme validé ce modèle-là, d'aller donner une photo un peu de justement le phénomène de résilience chez les intervenants à Montréal, leur photo a l'air de quoi? Donc, l'état de phénomène de résilience des intervenants à Montréal, ça va faire partie des résultats. Et est-ce qu'un programme comme ISOSTRESS, dont on dit aide à gérer le stress, en fait, est-ce que ce ne serait pas un programme qui aiderait à améliorer le phénomène de résilience chez les intervenants? Donc, de regarder le programme comme une perspective de développement de résilience. Donc, ce sera quelque chose qui va être regardé dans le cadre de ma thèse. J'ai une petite capsule de 3 minutes sur mon projet qui va être déposé sur Facebook ou sur le site de l'IUJD. Donc, pour quelqu'un qui voudra avoir juste un petit peu plus d'informations, il y aura cette capsule-là qui sera aussi postée. En tant qu'APPR, parallèlement au projet de recherche sur l'impact d'ISOSTRESS auprès des intervenants, j'ai travaillé sur un projet parallèle pour aller tester le déploiement et la pérennité d'ISOSTRESS dans d'autres centres jeunesse, là, donc d'autres programmes jeunesse dans d'autres CIUS. Pour parler de programme jeunesse dans d'autres CIUS, on a continué à parler de termes de centre jeunesse là, pour faciliter la rapidité de pouvoir en parler. Donc, on a testé le déploiement et des éléments de pérennité dans 4 autres régions, c'est-à-dire Montérégie-Est, Mauricie, centre du Québec, les Laurentides et Québec, capitale-nationale. En tout et partout, depuis 2016, il y a eu 17 équipes qui travaillent avec les adolescents, plus de 40 gestionnaires et 240 intervenants qui ont suivi la formation ISOSTRESS. En gros, dans le fond, les équipes, ISOSTRESS est donné par équipe. Et ISOSTRESS, il y a eu une appréciation de l'approche globale organisationnelle, c'est-à-dire qu'on donne la formation aux directions, aux gestionnaires, aux équipes et ensuite, ils donnent les ateliers aux clients. Donc, cette approche globale-là a été appréciée jusqu'à maintenant. On a une élaboration et validation du processus idéal d'implantation qui a été fait, donc vraiment de le donner dans cet ordre-là aux directions, aux gestionnaires, après ça aux équipes et à la clientèle. C'est ce qui fonctionne le mieux pour que chaque palier, comme on pourrait dire, connaisse assez le langage et assez intégré comment les utiliser dans le quotidien pour être capable de soutenir le palier d'en dessous. Maintenant, il y a quelques identifications de conditions essentielles qui ont été identifiées aussi au cours des 4 années. Donc, l'adhésion de la direction et les gestionnaires responsables d'ISOSTRESS dans chacun des établissements, qui est un formateur, des formateurs internes, c'est-à-dire que moi, je vais former des intervenants dans les différents établissements qui, eux, vont former leurs équipes. Comme ça, c'est plus facile pour eux d'être capables de donner et faire rouler la formation en fonction du roulement de personnel, parce qu'il y a un grand roulement de personnel, d'être là aussi pour soutenir l'implantation et le suivi de la qualité.
Un autre élément aussi, ben, ça prend un niveau provincial pour le soutien des établissements pour offrir cette formation de formateurs internes-là. Donc, on est en train de travailler là-dessus avec l'ancien carrefour de formation et aussi la coordination d'une communauté de pratique pour qu'on puisse échanger ensemble les différents développements, les problématiques, etc., puis se tenir à jour aussi avec l'évolution de la recherche, puisqu'on rencontre là, les chercheurs en arrière de ça une fois par année pour être sûr de se garder à niveau. Parallèlement à l'étude d'impact et à ces tests là, de déploiement et de pérennisation, il y a eu deux adaptations particulièrement qui ont été faites de Distress et Progress avec des gens de Mauricie, Centre du Québec. Il y a eu Distress et Progress alternatifs à la violence, donc pour les jeunes contrevenants qui sont en probation. Et il y a eu une adaptation Distress et Progress, c'est-à-dire Distress et Progress accompagnement parental. C'est pour avec une équipe qui travaille avec des jeunes avec un profil multiproblématique qui sont déficiences intellectuelles, troubles de spectre de l'autisme. Mais en fait, on est en train de tester cette adaptation-là qui, fort probablement, va être quelque chose qui pourrait facilement être généralisable pour l'accompagnement parental à d'autres niveaux aussi. Au niveau de l'IUJD, l'Institut universitaire Jeunes en difficulté, on a aussi produit des outils qui pouvaient permettre là, aux équipes de pouvoir avoir des aides-mémoire pour gérer le stress et gérer le stress de contagion et gérer son stress. Donc, il y a deux outils qui ont des infographies qui sont déposées sur le site de l'IUJD qui peuvent servir aux équipes et servir aux gens là, individuellement et en équipe. Oui, bah, effectivement, je pense qu'on peut se remercier collectivement en fait d'avoir établi, d'avoir opérationnalisé et activé ce partenariat. On va continuer à travailler ensemble. En fait, notre objectif, c'était pas juste de faire de la recherche ou de collecter des données. Le vrai travail commence maintenant pour comprendre en fait, puis agir en prévention, agir en intervention de l'épuisement. Favoriser en fait la qualité aussi de la relation d'aide. Donc, je pense qu'on a toutes les données grâce à notre équipe et au travail qu'on a réalisé et à la collaboration qu'on a eue. Donc, on peut se permettre de cultiver l'espoir. Ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est la pointe de l'iceberg de ce qui s'en vient. Donc, on vous remercie beaucoup, puis on espère que cette capsule vous aura permis d'en apprendre plus sur l'état actuel d'Isostress. Si vous avez des questions, bah, écoutez, n'hésitez pas à communiquer avec nous directement. Ça nous fera plaisir d'y répondre et de vous parler. Merci beaucoup. Merci Sophie. Et puis à très bientôt. Merci.